Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast de Motion Life Teach. Tu l'as vu, cette année 2021, on va faire plus de podcasts. Je vais essayer d'en sortir un toutes les 2 semaines. Ça va vraiment être sympa, être régulier pour le coup. Et crois-moi que le podcast n'a jamais été régulier. Enfin bref, aujourd'hui dans ce podcast, on parle du monopole des écoles. Jingle. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors avant de te parler de monopole des écoles, il faut déjà que je t'explique ce que c'est un monopole, d'accord? Parce que du coup, on va voir ce que ça entraîne, les problèmes que ça, on va dire, les conséquences que ça a et les problèmes que ça entraîne du coup sur l'apprentissage et les formations d'une personne. Mais d'abord, il faut comprendre ce que c'est un monopole. Alors, un monopole, c'est quoi? Un monopole sur un marché, donc déjà on va rapidement expliquer ce que c'est un marché. Un marché, c'est simplement en fait un secteur d'activité où on va avoir des gens qui vont acheter, qui vont vendre, d'accord? Donc par exemple, tu vas avoir le marché des ordinateurs, et ben c'est simplement la relation qu'il y a entre les acheteurs, d'accord, les gens qui vont acheter l'ordinateur, et les vendeurs d'ordinateurs, qui peuvent être les boîtes d'électronique, etc. D'accord? Ça marche un petit peu comme ça. Alors, le marché, du coup, ne décrit pas cette relation en tant que telle. Elle décrit plutôt les transactions, le montant des transactions qu'il y a eu. Donc, le montant d'achat, le montant de vente. De toute façon, quand il y a un achat, il y a forcément une vente de l'autre côté. Hein, ça marche comme ça. Et du coup, plus le marché est important, on va dire, plus c'est-à-dire que le montant de cette transaction est important. Ok? Donc ça, c'est un marché. Et du coup, le monopole sur un marché, c'est simplement le fait que tu es un seul acteur principal qui exécute la grande majorité des transactions. Donc ça veut dire que par exemple, sur il y a eu un truc comme ça intéressant. Sur la téléphonie mobile dans les années 2010, entre 2008 et 2012, je crois, Orange, SFR et Bouygues, je crois, Bouygues, je suis pas sûr, mais c'est pas très important, avaient le monopole sur le marché de la téléphonie mobile. C'était les seuls acteurs en France, ou en tout cas c'était les acteurs en France qui vendaient la majorité des téléphones, des forfaits téléphoniques, etc. D'accord? Alors pourquoi je te parle de ça? Tu dois te dire, ouais, c'est quoi l'idée du monopole et tout? Mais en fait, il faut vraiment que je te décrive ce que c'est un monopole pour que tu comprennes ce que c'est après le monopole des écoles, et après il faudra que je t'explique du coup la conséquence que ça a sur la formation en 3D. Je sais que c'est un peu bizarre, on parle vraiment d'un truc qui va assez loin, on va parler plutôt d'économie aujourd'hui que de 3D, mais tu vois que c'est hyper important de comprendre ça pour que toi après tu puisses prendre une bonne décision sur la manière dont tu vas te former, parce que ça a un réel impact et une réelle conséquence que je vais t'expliquer là sur la manière dont tu vas te former pour apprendre la 3D. Et oui, donc l'économie de l'industrie de la téléphonie mobile va impacter indirectement, finalement, la manière dont tu vas te former en 3D. Ça peut paraître gros, mais je te promets que c'est vrai. Alors du coup, voilà, ça c'est un monopole. Monopole, encore une fois, c'est un acteur. D'accord? Donc, en gros, un acteur, c'est une entreprise une entreprise ou un groupe d'entreprises qui génère la majorité des transactions sur un marché. Alors, quelles conséquences ça a, ça, s'il y a un monopole qui se crée sur un marché? Eh bien, c'est pas tellement compliqué à imaginer. En fait, c'est ce qui s'est passé avec Bouygues et... avec SFR et Orange, mais du coup, je vais d'abord expliquer la théorie et après, je vais raconter cet exemple juste après. Donc, la théorie, ce qui se passe, c'est quand un acteur a le monopole d'un marché, du coup il n'a plus aucun concurrent, ou en tout cas plus aucun concurrent qui aura assez de poids face à lui, et du coup il est libre de faire un peu ce qu'il veut en fait. Et si son marché est indispensable pour les gens, d'accord, pour ses clients, eh bien il a encore plus de liberté. Prenons un exemple, les banques aujourd'hui ont le monopole sur le secteur de la transaction financière. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, je connais personne qui aime sa banque, mais pourtant tout le monde a une banque. Tout le monde paye des frais de compte qui le saoulent, tout le monde déteste souvent son conseiller bancaire. Bref, peu de gens aiment leur banque, et de toute façon, il suffit de regarder les avis Google pour ça. Tu regardes les banques en général, c'est 1 étoile, 2 étoiles, mais pourtant tout le monde a un compte bancaire parce que c'est indispensable. Et du coup, les banques aujourd'hui se permettent de pouvoir avoir des prix qui sont complètement incohérents, vraiment extrêmement élevés pour des services qui sont de extrêmement faible qualité. Pourquoi? Parce qu'ils ont le monopole et que du coup, aujourd'hui de toute façon, si tu veux vivre dans une société où il y a des transactions financières, ce qui après du coup toutes les sociétés du monde, il te faut forcément un compte bancaire au minimum. Donc comme leur service est indispensable, ils peuvent se permettre d'avoir un monopole et en plus du coup de leur donner ce service-là vraiment le pire possible, quoi. D'accord? Donc c'est ça. Donc c'est ce qui va se passer souvent quand on a un monopole, c'est qu'on va avoir
un service client qui va se dégrader et des prix qui vont augmenter du coup. D'accord? Donc ça, c'est important de comprendre ça. Un autre exemple, par exemple, la SNCF en France a le monopole des transports ferroviaires. D'accord? Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que c'est les seuls à pouvoir caler les prix des billets. Et c'est pour ça que les prix des billets ne font qu'augmenter, parce que la SNCF a le monopole. Alors, heureusement pour nous, la SNCF a le monopole, mais elle est gérée par l'État. Du coup, l'État peut quand même clamper ses prix, avoir une société qui soit en perte, et crois-moi, la SNCF est en perte, parce que du coup, l'État peut récupérer l'argent ailleurs, d'accord? Sur des impôts, par exemple. Et crois-moi, ça se passe comme ça. Donc voilà un petit peu ce que c'est un monopole. Alors, pourquoi un monopole, c'est problématique? Parce que justement, du coup, le fait qu'on ait un monopole qui va venir gérer toutes les transactions financières d'un secteur, il va être libre de faire ce qu'il veut. Et justement, je t'ai donné quelques exemples. Là, je vais te raconter une histoire qui s'est passée entre 2006, je crois, et 2012. Je te laisserai vérifier les dates parce que j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, pour le coup, ça s'est bien arrivé. En gros, ce qui s'est passé, c'est que la téléphonie mobile arrive, d'accord? Donc c'est le début de téléphone portable, et avec du coup des forfaits téléphoniques. Et en fait, du coup, on commence à avoir quelques acteurs qui commencent à se mettre en place, notamment Orange, SFR et d'autres. Et il est en train de se passer un truc assez intéressant, c'est que Orange et SFR, au lieu d'être en concurrence, ils commencent, enfin, et les autres acteurs, hein, c'est pas les seuls, hein, au lieu d'être en concurrence, ils commencent à s'allier, entre guillemets, et en fait à se mettre d'accord sur les prix. Et alors du coup, ça, sache que déjà se mettre d'accord sur les prix entre deux sociétés différentes, c'est complètement illégal, hein. Mais c'est ce qu'elles font, d'accord? Donc elles se montent d'accord sur leurs prix, et du coup chaque année, après elles se font une petite réunion ensemble, c'est dit ok, de combien on demande tous les deux nos prix, d'accord? Quand je dis tous les deux, je simplifie, SFR Orange, mais il y en avait plus que ça, des acteurs, mais on s'en fout un petit peu. Et du coup, ce qui fait que ça en fait, ça a provoqué un monopole, d'accord? Des différentes sociétés. En fait, il faut voir que là, comme elles étaient d'accord sur les prix, finalement, c'était un petit peu un groupe de sociétés qui était un seul acteur, en fait. D'accord? Donc, on a un monopole de cet acteur-là sur la téléphonie mobile. Et qu'est-ce qui se passe, en fait? Et bien, du coup, les prix mobiles, les prix du secteur de la téléphonie mobile et d'Internet ont explosé. Et c'est pour ça qu'à cette époque-là, tu avais des forfaits 100 € par mois, 50 € par mois, enfin des trucs démentiels, quoi. Alors qu'aujourd'hui, tu verrais plus ça en France. Et pour te prouver à quel point c'est vrai, ce qui est marrant, c'est que en France, il s'est passé un événement qui a cassé ce monopole, et ça va être intéressant d'analyser cet événement parce que du coup, on va voir comment casser un monopole. Mais dans les autres pays d'Europe, notamment en Belgique, il n'y a pas eu cet événement. Et du coup, moi, j'ai vécu un an en Belgique en 2020. Enfin, en 2019, pardon. Et en 2019, du coup, j'ai vu les prix des forfaits téléphoniques en Belgique. Eh bien, c'était exactement comme en France en 2008. En 2019, les prix des forfaits téléphoniques en Belgique sont monstrueux. C'est entre 50 et 70 € le forfait téléphonique par mois. Sans compter le forfait internet et tout. Bref, c'est extrêmement cher. Donc, c'est assez marrant parce que en Belgique, il y a encore ce côté de monopole et ces prix qui sont extrêmement chers. Alors, je ne connais pas exactement le marché de la téléphonie mobile en Belgique, donc je ne sais pas si c'est vraiment un monopole et s'il y a vraiment aussi une mise en accord sur les prix comme en France. En tout cas, pour le coup, en France, c'était acté ça. Il y a eu une mise en accord sur les prix, car les gros acteurs du coup de la téléphonie mobile, en 2015 je crois, encore une fois les dates je suis pas sûr, va vérifier, ont pris une amende de 300 millions je crois, ou 300 milliards, enfin bref, une belle amende bien vénère à cause de ça, d'accord? Donc voilà pour ça. Alors, donc du coup tu comprends avoir du coup la contrainte que ça crée d'avoir un monopole, et bah voilà, Orange et SFR et tous les acteurs à cette époque-là, donc je vais l'appeler l'acteur principal de la téléphonie mobile à l'époque, a le monopole sur la France, et du coup fait augmenter toujours ses forfaits mobiles, et du coup ça devient un problème, d'accord? Et tu le voyais, à l'époque, personne n'était content de son forfait mobile, tu vois, ça c'était dingue. Donc on a un monopole sur le secteur de la téléphonie mobile. Et en fait, il se passe un jour un truc hyper intéressant. Encore une fois, j'ai plus les dates et je vais arrêter de les dire parce que j'arrête pas de dire des grosses conneries. Mais il y a un nouvel acteur qui arrive sur la téléphonie mobile et cet acteur c'est Free. Et ce qui est ouf, c'est que Free, il arrive et il va casser le monopole de la téléphonie mobile à l'époque. Il va faire voilà, c'est pas compliqué. Vos forfaits téléphoniques c'est 50 € par mois, 70 € par mois. Moi je vous en mets un à 2 € par mois. D'accord? Donc il arrive et il fout un forfait téléphonique à 2 € par mois. Et là, du coup, il fout l'effet d'une bombe au niveau de la téléphonie mobile, et c'est un bordel sans nom. Et en plus de ça, du coup, ça force du coup l'État à s'intéresser à l'acteur principal, et c'est comme ça que l'État a compris que Orange et les autres s'étaient mis d'accord sur les prix. Donc Free, c'est un petit peu, on va dire, la bouée de sauvetage qui arrive pour défoncer un bateau de croisière, mais elle le fait super bien, et du coup, le monopole de la téléphonie mobile est détruit, ou en tout cas est partiellement détruit en France. Donc ce qui se passe, c'est que du coup les prix d'Orange et de tous les autres acteurs sont obligés de chuter
parce que sinon tout le monde part chez Free, tu vois. Et du coup, évidemment, on a une redistribution assez égale des prix et des services, et du coup on n'a plus un monopole entre les services. Aujourd'hui maintenant, je ne connais pas exactement les détails, mais je pense que chaque service est à peu près concurrent l'un de l'autre, d'accord. Et du coup chaque service doit trouver un moyen de mieux satisfaire ses clients à un prix toujours plus bas, d'accord. Et du coup c'est ce qui provoque du coup des prix en adéquation avec ce que veut le client, et du coup nous en tant que client ça nous arrange évidemment. Je pourrais comprendre que nous en tant que client, plus il y a de concurrence, mieux c'est, parce que plus du coup on va avoir, donc plus il y a de concurrence, ça veut dire moins de monopole, tout à fait, c'est l'inverse. Et du coup, mieux c'est, parce que plus on va avoir du coup un prix qui sera bas, d'accord, avec un service qui sera élevé, parce que du coup, plus il y a de concurrence, plus les sociétés vont devoir se démarquer les unes d'entre elles pour attirer de nouveaux clients. Ok. Donc voilà un petit peu pour la petite histoire qui était marrante. Alors pourquoi je te raconte cette histoire de Orange et ses fermes, de téléphonie mobile, qui finalement n'a rien à voir avec la 3D? Eh bien en fait, c'est parce que je voulais faire le parallèle avec une histoire qui est en train de se passer exactement maintenant, en fait. Enfin, qui est en train de se passer maintenant, en fait, qui est là depuis 20 ans, je dirais, peut-être. Et en fait, là, l'histoire ne fait qu'augmenter. Que prendre de la valeur, de la puissance. Aujourd'hui, on subit exactement la même chose avec les écoles d'animation 3D. Alors je dis les écoles d'animation 3D, mais en fait c'est même les écoles privées en général. Donc ça peut être les écoles d'animation 3D, les écoles de commerce, les écoles d'art, etc. Bref, elles rentrent tous dans la même catégorie. Elles ont toutes un point commun. Elles ont le monopole sur leur marché. Alors ce qui est intéressant, c'est que là je ne pense pas que les écoles soient mis d'accord sur leur prix. Quoique peut-être, parce qu'elles ont quand même tous les mêmes prix. Mais après, encore une fois, le fait qu'elles aient tous les mêmes prix, ça prouve rien qu'elles se soient mis d'accord. Par exemple, aujourd'hui, Free et Orange ont à peu près les mêmes prix de sur Internet. Pourtant, je ne pense pas qu'elles se soient mis d'accord. C'est juste qu'elles sont en concurrence. Du coup, évidemment, leurs prix vont être similaires pour attirer de nouveaux clients. Parce que s'il y en a un qui est beaucoup trop bas, du coup, il fait plonger le marché. Et s'il y en a un qui est beaucoup trop haut, du coup, il n'y a pas de clients. Donc, il faut bien faire attention à ça. C'est pas parce que les écoles ont à peu près les mêmes prix que elles se sont mis d'accord. Mais le fait est que ça ne change rien. Qu'elles soient mis d'accord ou pas, elles ont quand même un monopole sur le marché aujourd'hui de la formation française. Donc la formation, du coup, je veux dire, d'art en général, et là je vais vraiment parler spécifiquement de la 3D parce que c'est le sujet qui nous intéresse. Donc en 3D, les écoles ont clairement un monopole sur la France. Alors pourquoi c'est ça? Pourquoi les écoles ont un monopole? Pourquoi il n'y a pas un jour une école qui est arrivée et qui a dit ouais, moi je m'en bats les couilles, je casse les prix, on s'en fout? Eh bien en fait, c'est un petit peu ce qui est déjà arrivé en fait. Ça existe déjà en fait, ce genre d'école. Par exemple, les Gobelins est une école qui est extrêmement pas chère et qui apprend la 2D et la 3D, l'animation. Et du coup, elle a complètement cassé les prix par rapport à des écoles privées. Le problème avec ça, c'est que une école, contrairement à une entreprise qui fait des forfaits téléphoniques, a des places limitées. Du coup, il y a seulement un certain nombre d'élèves qui vont pouvoir profiter de cette école qui va essayer de casser le monopole. Alors je dis ça, essayer de casser le monopole, en fait la raison pour laquelle les Gobelins est beaucoup moins cher que les autres, c'est parce qu'elle est publique, tout simplement. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle a essayé de casser le monopole. Et du coup, ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que du coup, tu peux pas casser un monopole avec une école, parce que même si ton école est beaucoup moins chère, en fait, comme c'est limité à un certain nombre de personnes, et du coup, l'impact que tu as sur le marché est extrêmement réduit. Et il y a un truc qui est vraiment intéressant, c'est que chaque année, il y a plus d'inscriptions dans les écoles, il y a plus de gens qui font les concours, et chaque année, les prix des écoles augmentent. Donc on est en train de se retrouver vraiment avec la définition d'un monopole, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent acquérir le service, et le service ne fait qu'augmenter de prix, d'accord? Et c'est les seuls, en tout cas c'est ce qu'on pourrait croire, à promouvoir ce service. Du coup on a clairement un monopole qui se met en place sur les écoles en 3D en France. Donc tu peux regarder, regarde les historiques des prix, des coûts des années sur les écoles d'animation 3D en France. Alors je vais pas dire de nom, encore une fois, comme je t'ai déjà expliqué dans le live, j'ai failli me faire attaquer par diffamation parce que j'ai osé dire que certaines écoles étaient mauvaises avec leur nom. Maintenant du coup je fais très attention à ça. Il faudrait que je me renseigne un peu plus sur exactement ce que je peux dire ou pas. Aujourd'hui je ne veux pas prendre de risques parce que ça m'emmerderait de me retrouver au tribunal pour des conneries comme ça. Donc ouais, parce que voilà, les écoles elles déconnent pas non plus. Ça, le souci c'est que du coup elles ont un monopole. On va parler de leur service après. Et en plus, elles n'hésitent pas à attaquer dès qu'il y a un truc, tu vois. Donc elles vont faire tout pour garder leur monopole. Ce qui est logique, parce que du coup, quand tu es à cette place-là, tu n'as pas envie de bouger, évidemment. Dans tous les cas, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, le problème, c'est que du coup, quand ton école a un monopole et que tu as de plus en plus de gens qui veulent rentrer dans ton école, tu vas pas te retrouver avec ce qu'on appelle une saturation de marché, comme on aurait pu avoir par exemple avec les téléphones mobiles, parce que, encore une fois, tu as un nombre d'élèves limité, d'accord? Donc, comme tu as un nombre d'élèves limité, il y a toujours plus d'élèves qui se présentent, mais comme toi, tu en prends toujours le même nombre,
C'est hyper simple, il suffit tu tries comme tu veux, et toi tu as des élèves du coup à chaque fois qui sont meilleurs qu'avant, parce que bah, du coup tu tries sur le volet lors d'un concours, et du coup bah, évidemment les résultats de ton école sont encore meilleurs, alors que toi tu n'as rien changé, tu vois. Donc c'est tout bénef pour les écoles là, ce qui est en train de se passer en termes de monopole, et c'est la catastrophe du coup pour les élèves, parce que du coup les prix ne font qu'augmenter pour un service qui ne change pas, parce que du coup évidemment le niveau des écoles n'augmente pas dû au fait que les services sont mieux, mais il augmente simplement dû au fait qu'il y a de plus en plus d'élèves, et du coup bah, évidemment statistiquement dans ces élèves il y a de plus en plus de bons aussi, puisqu'ils sont triés au concours, d'accord. Il y a un concours d'entrée dans les écoles. On n'aurait pas du tout ce même souci là si les écoles tiraient au hasard à leurs entrées, mais c'est pas ça, les écoles prennent bien un concours, s'il n'y a pas de moins ou moins bien, elles prennent en tout cas par concours, et du coup si elles prennent par concours, du coup s'il y a de plus en plus de gens, comme le concours prend le même nombre de personnes, et bien évidemment statistiquement, tu as plus de gens bons qui arrivent dans l'école, et du coup, l'école a des meilleurs résultats. Donc on est en train de voir un truc depuis quelques années, je dirais entre 10 et 15 ans, des écoles de 3D qui ont de plus en plus le monopole, de plus en plus d'élèves qui veulent entrer dedans, le coût des années et le nombre d'années qui n'arrêtent pas d'augmenter, d'accord. Je t'invite vraiment à aller voir l'historique des coûts des années en école d'animation 3D en France, tu verras, c'est assez aberrant, en termes de nombre et en termes de coûts, et des niveaux perçus des écoles qui sont de plus en plus élevées, parce que justement, comme je viens de t'expliquer, on a de plus en plus d'élèves bons qui rentrent dans les écoles, parce qu'encore une fois, statistiquement, comme tu as plus d'élèves, tu as plus de gens bons dedans en termes de pourcentage, et du coup, il n'y a que eux qui rentrent, puisque du coup, c'est par concours. Donc ça, c'est un problème, parce que ce qui est en train de se passer, c'est que pour du coup, toi qui veux te former en 3D, c'est tout sauf bien, parce que plus t'attends, plus les prix deviennent chers, plus les écoles, finalement, restent de la même qualité, mais tu vas avoir des gens autour de toi qui sont meilleurs. Bref, c'est exactement tout ce qu'il ne faut pas pour le client. Encore une fois, le monopole, c'est l'opposé de ce que veut le client. Le client, lui, veut de la concurrence. Et pourquoi les écoles ne rentrent pas en concurrence, justement? Et ben, c'est justement parce qu'il y a trop d'élèves. Comme elles prennent seulement un certain nombre d'élèves par an, en fait, il n'y a pas du tout d'élèves qui se battent pour aller dans certaines écoles, en fait. Juste, c'est que comme il y a tellement d'élèves, chaque école est pleine. D'accord? Chaque école est pleine. Il n'y a pas d'école vide en France. Il va y en avoir quelques-unes, mais vraiment les plus pourries, quoi. Mais c'est l'exception, tu vois. On a aujourd'hui que des écoles qui sont pleines à craquer, d'accord? Et il n'y a jamais un concours où il n'y a pas assez de gens, tu vois. Il y a toujours trop de gens en concours des écoles de 3D, d'accord? Donc on a un monopole qui se dessine à ce niveau-là. Ça va faire 10-15 ans que ça existe, et du coup, quelles sont les conséquences concrètes? Et bah voilà, pour te parler en prix en général, il y a 10-15 ans, c'était pas 5 ans d'études, mais 3 ans, même certaines écoles 2 ans, même certaines écoles 1 an. Et alors, je connais pas malheureusement les prix de l'époque, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était moins cher qu'aujourd'hui. Je te laisserai aller vérifier si tu le souhaites. Aujourd'hui, maintenant, on est sur une moyenne de 5 ans d'études à peu près 10 000 € l'année. Donc, tu vois que ça fait un prix qui est quand même très élevé. Alors, pourquoi c'est un problème que ce prix soit très élevé? Et en fait, évidemment, le problème, c'est que le prix en soi n'est pas un problème. Tu vois, si tu payes 50 000 €, tu achètes un immeuble 50 000 €, et bah c'est une super bonne affaire, tu vois. Le truc, c'est que le prix d'une école ne peut pas être comparé à rien. Il faut forcément comparer avec quelque chose. Et du coup, le seul truc à comparer sur les 50 000 €, c'est finalement la qualité de l'enseignement que tu as dans cette école. Et le problème, c'est que je t'ai expliqué, du coup, comme les écoles ont de plus en plus de monopoles et de plus en plus de gens qui rentrent, ça fait du coup plusieurs années que les écoles, du coup, ne s'améliorent plus, ou peu, parce que justement, le fait qu'il y ait de plus en plus de gens, ça fait monter le niveau de l'école tout seul. Le problème, c'est que ça fait monter le niveau de l'école, des élèves, mais pas de l'enseignement qu'on t'accorde. Du coup, pas le service pour lequel tu payes. Encore une fois, exactement le problème d'un monopole. Ce que je t'ai expliqué avec les banques, c'est exactement pareil. Du coup, c'est un souci parce que toi, en tant qu'élève, tu vas payer de plus en plus cher pour entrer dans cette école. Et en plus de ça, l'enseignement que tu vas avoir sera potentiellement pareil qu'avant, si ce n'est de moins en moins bien. Parce qu'encore une fois, la 3D est un monde qui bouge extrêmement vite. Du coup, si l'école ne prend même pas le temps de se mettre à jour, et bah évidemment, du coup, les cours sont obsolètes. Et crois-moi, pour avoir fait 2 écoles de 3D, les cours sont obsolètes. Les cours sont carrément en retard sur ce qui se passe dans l'industrie. Mais alors, pour moi, il y avait entre 5 et 10 ans de retard sur mes cours. Et c'est énorme, 5 à 10 ans de retard sur un putain de domaine qui bouge tous les mois, en fait. Mais voilà, donc c'est la vie. Et ça, c'est la situation aujourd'hui en France. Alors, qu'est-ce qui peut se passer pour arranger ça? Quelles sont tes solutions, toi, en tant que futur artiste 3D, pour te former, pour éviter ce monopole, pour éviter de payer 50 000 € pour en plus un enseignement qui est possiblement de mauvaise qualité? Eh bien, un dernier truc que je voudrais rajouter là-dessus, avant de du coup t'expliquer les potentielles solutions, c'est que, en plus de ça, les écoles, où est-ce qu'elles sont fortes? C'est qu'elles ont tellement de monopole, c'est que du coup, elles ont même plus à prouver que leur enseignement est bien, tu vois, alors qu'il est mauvais. C'est comment elles font? C'est que tout simplement, du coup, à partir du moment où tu mets un pied dans leur campus, d'accord, donc dans les locaux de l'école, et bah tu payes ton année en fait.
Donc tu as mis un pied dans l'école, tu n'as même pas encore eu un cours, les cours ils sont pourris, tu n'auras même pas de prof, mais tu payes ton année. Et ça c'est un énorme problème, parce que du coup ça veut dire que tu es obligé de leur faire confiance en fait. Mais encore une fois, comme elles ont le monopole et qu'il y a tellement de gens, c'est que elles s'en foutent en fait. Et tu verrais le nombre de trucs qui gueulent sur les écoles, c'est abusé une fois que tu es dedans, mais moi je me souviens c'était un bordel mon école, putain, ça gueulait toutes les semaines quoi. Pourtant ça change rien, parce que l'école a un monopole qui est monstrueux. Alors, quelles sont les solutions à ça du coup ? Toi en tant qu'élève, et aussi quelles sont les solutions à cette situation globale. Je vais plutôt commencer par la situation globale. Je vais reprendre l'exemple des banques pour te montrer ce qui est en train de se passer avec les banques, et j'espère que c'est ce qui va se passer avec les écoles dans quelques années. Aujourd'hui, les banques sont en train de perdre doucement leur monopole. Et ça, c'est génial, parce que du coup, il y a de ça 5 ans, tu n'avais pas trop de solutions, quoi. Tu voulais payer un truc, il te fallait une carte de crédit dans une banque classique, comme Caisse d'épargne, Société Générale, LCL, etc. Le problème avec ces banques-là, du coup, comme elles avaient le monopole, comme elles ont encore le monopole aujourd'hui d'ailleurs, c'est que les frais de compte sont monstrueusement élevés, ta carte bleue, tu la payes méga cher, tes virements prennent 3 à 4 jours, c'est pas parce que c'est une raison technique, c'est parce que l'argent, la banque a tellement de monopole qu'elle se permet de garder l'argent quelques jours de plus sur ton compte pour faire des intérêts dessus. Enfin bref, la totale, d'accord ? La totale, et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a certaines banques qui sont arrivées et qui ont commencé à casser ce monopole. Et ça, c'est ouf. Et notamment les banques en ligne. Alors peut-être que tu connais des banques comme N26, comme Shine, comme d'autres que j'ai pas en tête, qui sont venus casser ce monopole. Et déjà, ils sont arrivés, ils ont proposé un compte gratuit, une carte de crédit gratuite. Et ce qui a du coup pété le monopole complet des banques. Qui est en train de péter, parce que c'est pas encore pété complètement aujourd'hui, hein, mais qui sont en train de péter le monopole des banques classiques aujourd'hui, d'accord ? C'est ça ce qui est intéressant, c'est que les banques, du coup, en ligne, sont une solution pour casser le monopole des banques traditionnelles aujourd'hui. Donc voilà, carte de crédit gratuite, compte gratuit, virement instantané gratuit, tout ça c'est des éléments que les banques classiques ne proposent pas et qui sont basiques pour le service, et du coup évidemment tu te doutes bien que ça a fait l'effet d'une petite bombe dans le milieu, dans le secteur, sur le marché, et du coup qu'est-ce qui s'est passé ? Quelques années après, on avait la plupart des banques qui ont commencé à baisser leurs frais de compte, à proposer les virements instantanés, gratuitement, à améliorer leur service, etc. Alors le truc c'est que tout n'est pas gagné pour les banques, parce que encore une fois le problème avec ces banques en ligne c'est que c'est des banques en ligne qui sont juste là pour te donner un compte, mais elles ne proposent pas de faire le meilleur en fait service qu'une banque fait. En fait il faut bien comprendre que la banque, son plus gros service c'est pas de créer un compte, c'est de faire des crédits. D'accord ? Le gros service d'une banque, c'est de faire des crédits. Et aujourd'hui, les banques en ligne, en termes de crédit, elles sont bien moins importantes, si ce n'est inexistantes, en fait. Parce que elles ont moins de fonds, et aussi parce que, comme c'est une banque en ligne, tu ne vois pas un conseiller, en fait. Et du coup, évidemment, faire un crédit sans conseiller, c'est un peu plus compliqué que juste ouvrir un compte. Donc, ça, c'est évidemment un problème. On va voir comment ils vont régler ça à l'avenir. Dans tous les cas, aujourd'hui, les banques traditionnelles ont encore largement le monopole sur les crédits et du coup, le monopole en général sur les transactions financières, tout simplement parce que quand tu fais un crédit dans une banque, en fait, tu es obligé d'avoir un compte là-bas. Donc du coup, évidemment, ça permet de garder leurs éléments. Elles ont aussi du coup le monopole sur les assurances de crédit, enfin bref, tout ce genre de choses-là. Donc, dans tous les cas, c'est pas gagné, mais on voit qu'il est en train de se passer un truc au niveau des banques qui est intéressant avec les banques en ligne. Moi, je suis très intéressé de voir ce qui va se passer. Alors pourquoi je te parle de ça ? Parce que c'est une histoire qui est intéressante, parce que j'espère que d'ici quelques années, il va se passer la même chose avec les écoles, en fait. On est en train de voir alors en France, on n'a vraiment pas beaucoup, mais moi j'en vois quelques-uns aux États-Unis et en Angleterre, quelques formations en ligne qui commencent à sortir du sol, si je puis dire, des trous, qui vont venir commencer à concurrencer, à titiller les écoles de 3D traditionnelles. Ça reste encore extrêmement faible. Alors là, il n'y a pas du tout, pour l'instant, de potentiel démantelage de monopole, absolument pas, on y est absolument pas, ça n'a rien à voir avec les banques en ligne, on est bien en dessous des banques en ligne, mais alors infiniment en dessous, mais il y a quelques petits trucs qui sortent, tu vois. Donc par exemple, tu vas avoir des choses comme CG Cookie qui font des formations qui sont assez sympas, CG Group, etc. Alors du coup, évidemment, tu as Motion Life Teach que tu connais, tu vas avoir, je crois, il y a Alex en français aussi que j'ai vu qui fait des choses que j'ai interviewé d'ailleurs sur la chaîne, hein, et qui fait des choses vraiment pas trop mal. Donc ça c'est intéressant parce que du coup ça veut dire qu'à terme, j'espère qu'à terme, les différentes solutions de formation, donc les formations autres que les écoles, donc moi par exemple Motion Life Teach c'est de la formation en ligne, d'accord, et non pas en présentiel, c'est pas des cours, c'est pas la contrainte d'une structure, etc. Il y a aussi des formations en présentiel, mais c'est pas une école, tu vois, c'est des formations accélérées. Tout ça, ce qui serait intéressant, c'est que ces formations-là deviennent de plus en plus, on va dire, acceptées dans la culture française, parce que c'est aussi ça le problème, c'est que l'école
en France, a le monopole parce que longtemps dans la culture française, et ça y est encore, hein, on a vraiment vu le côté, voilà, je vais à l'école, je finis mon bac et je fais des études supérieures pour pouvoir travailler derrière, pour avoir un diplôme et travailler derrière. Du coup, bah, évidemment, les écoles supérieures se sont parfaitement calées sur ce process-là, qui du coup fait partie de la culture intégrante des gens. Donc, les gens se posent même pas la question aujourd'hui, quand ils veulent faire un métier, de s'il y a une autre solution qu'une école, tu vois. C'est à ce point-là, en fait, le monopole. Donc le monopole est énorme des écoles aujourd'hui. Énorme. Et du coup, encore une fois, ça pose un gros problème, hein, on l'a déjà vu ensemble. Du coup, j'espère que d'ici quelques années, on va avoir des entités qui vont apparaître et qui vont commencer justement à proposer des solutions différentes et surtout beaucoup moins chères et avec un service de meilleure qualité. Parce qu'encore une fois, le problème, c'est pas que les écoles soient chères, c'est que le problème, c'est que les écoles soient chères et que leur service soit pourri. D'accord ? Encore une fois, je viens des écoles et je te le dis, en plus j'ai eu la chance d'en faire deux, je te le dis, leur service est moisi par rapport à ce qu'on paye. D'accord ? Si on payait 1000 euros l'année, à la limite, ça irait, tu vois. Mais non, tu payes 10 000 euros l'année, d'accord ? C'est différent. Tu te mets clairement en difficulté financière pour la plupart des gens. Même la plupart des gens, ils ne peuvent pas payer cette telle somme pour entrer dans ce genre d'école, d'accord ? Donc c'est important de comprendre ça. C'est un extrême gros problème en France. Alors, pour que ça change, il faudrait deux choses pour moi. Parce que je pense que même s'il y a des entités seulement qui arrivent et qui proposent un meilleur service, ça ne suffira pas. Parce qu'il y a quand même un truc qui est intégré dans la tête des gens en France, c'est la culture des études. Alors, pourquoi il y a une culture des études comme ça ? Eh bien, il faut revenir un petit peu en arrière. Un petit peu en arrière, quand on est encore à l'âge industriel, enfin on y est encore aujourd'hui, hein, mais on va dire quand l'âge industriel est arrivé, eh ben on s'est retrouvé avec un problème, hein. Il fallait bien comprendre qu'on avait des tonnes d'usines, mais on n'avait pas d'employés dans les usines. Parce que la plupart des gens étaient fermiers, etc. Bref, les gens n'étaient pas formés pour être ouvriers. Comment on fait pour en former des gens ouvriers ? Bah, c'est pas compliqué. Quand tu travailles dans une usine, finalement, un bon ouvrier, qu'est-ce que ça fait ? Ça suit les règles à la lettre, ça rentre dans une case et ça fait son travail. Et bah comment tu fais ça ? Tu formates ton programme scolaire par rapport à ça. Et tu remarqueras que, évidemment, si tu es un peu plus vieux que l'école, tu te souviendras qu'à l'école, on t'a bien demandé d'être dans une case, de répondre à la bonne réponse, qu'il n'y avait qu'une réponse bonne, et etc., etc., etc. Bref, on t'a formaté pour être un ouvrier. Et c'est logique, hein, évidemment. Évidemment, c'est logique parce à l'époque, il fallait qu'on ait des ouvriers. Et du coup, le programme scolaire aujourd'hui en France est toujours calé sur cette mentalité d'ouvrier et d'études. Et c'est pour ça que du coup, c'est intrinsèquement lié dans la tête de nos parents et dans notre tête aussi, c'est que les études sont indispensables pour pouvoir travailler. Le problème étant que cette situation de manquement d'ouvriers qu'il y avait à l'époque, donc au début de l'ère industrielle, hein, c'est dans les années 1900 jusqu'à 1950, n'est plus le cas aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, on est en train de vivre dans une société où justement le travail à son compte est doucement en train de se développer. On commence à avoir de plus en plus de freelance, de prestataires indépendants, etc. Et on demande aussi aux gens dans les sociétés d'avoir de plus en plus de réflexion, de chercher de plus en plus de solutions, d'être moins justement dans ce système de cases où tu fais simplement ce qu'on t'a demandé. On devient de plus en plus dans la réflexion et du coup, évidemment, le système scolaire devient de plus en plus inadapté à ça. Et c'est pour ça, encore une fois, que comme le système scolaire est inadapté, les écoles s'en mettent plein les poches parce qu'elle dit non mais attention, le bac c'est nul, ça sert à rien, nous on a la solution pour que votre fils travaille directement, votre fils et votre fille, alors qu'en fait finalement leur programme n'a pas changé depuis 10 ans, mais encore une fois, là elles sont intelligentes, c'est comme elles ont le monopole, elles s'en foutent parce qu'il y a tout le temps des meilleurs élèves qui arrivent dans l'école, du coup qui font monter le niveau. Et donc ça, c'est un problème. Et du coup, je pense que pour moi, le plus gros truc qui va être difficile à faire si jamais on veut que ce monopole des écoles disparaisse, ou en tout cas se réduise, c'est simplement en fait d'avoir un changement de culture en fait. Et pour ça, il faudra un changement d'éducation, etc. Et ça, c'est extrêmement complexe. Alors, évidemment, à ton échelle, toi, tu peux rien faire à ce niveau-là. Et moi non plus d'ailleurs. Et c'est pas très grave. L'idée, c'est que par contre, toi, tu as l'information aujourd'hui que je viens de te donner. Donc, je t'invite vraiment, et c'est là du coup qu'on va s'arrêter, je pense, sur ce podcast, sur cette conclusion-là. Si tu veux te former à la 3D, je t'invite vraiment à te poser la question de est-ce qu'il n'existe pas des autres solutions pour te former efficacement à la 3D que les écoles ? Parce que je suis persuadé dans ta tête que tu as réfléchi déjà aux écoles. Tu t'étais même dit, ouais, malgré mon âge, peut-être qu'il y a une école qui va me prendre, machin. Bref, c'est sûr que tu y as réfléchi parce que tout le monde y pense, parce qu'elles ont le monopole, hein, c'est aussi ça un monopole. Maintenant, j'aimerais que tu réfléchisses aux autres solutions qui peuvent exister, notamment formation en ligne, formation en autodidacte, formation en présentiel, cours du soir, bref, toutes les formations, toutes les possibilités qui peuvent exister pour te former à l'animation 3D directement, sans passer par une école. Et essayer de poser le pour et le contre, et comment ça fonctionne, et voir les tarifs, et voir les prix, et tu verras que ce qui est excellent dans les formations en ligne, par exemple, c'est que souvent, c'est proposé, satisfait ou remboursé. Et du coup, c'est génial, parce que du coup, tu te retrouves pas avec le monopole de l'école, où, à partir du moment où tu as mis ton putain de pied dans leur campus, c'est mort. Tu payes. Non.
Là, c'est différent. Là, comme ça te fait rembourser, tu peux tester la formation en ligne et si ça te plaît pas, tu peux sortir du service. Ce qui est génial en fait, d'accord? Et on voit bien que là, du coup, c'est un service qui est beaucoup plus enclin à aider l'élève, etc. par rapport du coup aux écoles qui ont métropole. Et du coup, elles, finalement, tout ce qu'elles veulent augmenter, c'est leur putain de quota à la fin d'avoir j'ai 99% d'élèves qui ont travaillé derrière. En fait, ce qui s'est passé, c'est pas qu'ils ont 99% d'élèves qui ont travaillé derrière, c'est qu'ils ont 99% d'élèves qui ont travaillé derrière pendant au moins un mois. Alors oui, t'es gentil, mais travailler un mois, c'est pas gagner sa vie. Hein, surtout quand t'as payé 50 000 € ton année. Surtout en plus quand t'as fait le tri de 80% de tes élèves à l'entrée juste avant. Quoi. Donc évidemment, c'est facile quand tu fais ça. Mais bref, du coup, voilà, je t'invite vraiment à te poser cette question-là. Et à te dire, ok, est-ce qu'il n'existe pas des autres solutions pour que je puisse me former, d'accord? Donc regarde par exemple les formations Motion Teach, regarde les formations, voilà, peut-être une formation d'Alex va t'aider. Voilà, il fait du bon contenu sur YouTube, c'est assez cool ce qu'il fait. Alors les formations dans les pays anglophones, si t'es anglophone, enfin bref. Pose-toi des questions, réfléchis sur les possibilités qui existent aujourd'hui, qui sont différentes du monopole des écoles. Tu verras, ça va t'aider, ça va te servir, et tu verras, ce sera certainement une meilleure solution que les écoles, parce que les écoles aujourd'hui, c'est clairement une mauvaise solution. Hein. Et j'aimerais vraiment dire attention, parce que les écoles, où est-ce qu'elles ont compris aussi, c'est que contrairement à une formation en ligne où ça doit te convaincre toi, une école, ça ne doit pas convaincre toi, ça doit convaincre souvent les parents. Et du coup, le problème, c'est que, bah, évidemment, quand tu vas en porte ouverte, tu en as plein les yeux. T'en as plein les yeux, t'as les super locaux, des machins, t'as une super cantine, parfois t'as un réfectoire, bref, tout pour plaire aux parents. Ah oui, mon enfant, du coup, il sera bien, il sera dans un environnement propre, en plus c'est méga moderne, en plus du coup il pourra manger à la cantine. Mais le problème c'est que putain, avoir un environnement moderne et bouffer à la cantine, ça t'apprend pas la 3D. Mais ça, le problème c'est que le parent il s'en fout. Pourquoi il s'en fout? Parce que le parent il sait pas ce que c'est la 3D, il comprend pas ce que c'est la 3D. Moi, mes parents, je m'en parle de 3D, ils bug, et c'est normal. Et c'est là qu'elles sont vachement fortes les écoles, c'est qu'elles ont compris qu'elles s'adressent vraiment aux parents. Et d'ailleurs, va voir, ce qui est intéressant, va voir un site d'école, on comprend tout de suite que c'est écrit pour les parents. Il n'y a pas un truc technique de 3D dedans. Pourtant, c'est ce qu'elles sont censées apprendre. Hein. Mais non, elles parlent aux parents. Du coup, elles parlent de leur nouveau réfectoire neuf, de leurs nouveaux locaux, de leur machin moderne, de leur nouveau rétroprojecteur 4K machin. Bref, tout ce qui fait de la poudre aux yeux, mais finalement qui n'apporte rien au métier. Et donc, du coup, voilà, je t'invite vraiment à faire attention à ça. Si jamais tu vas faire des portes ouvertes d'école, etc., tu vas voir que ça crame les yeux quand tu le sais. Mais quand tu le sais pas, tu fais ah, c'est génial. D'accord? Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Vraiment, quitte ce podcast en réfléchissant à est-ce qu'il n'existe pas de nouvelles solutions, d'autres solutions pour te former à la 3D plus efficacement et moins cher que les écoles qui ont aujourd'hui le monopole. Ok. Alors avant de terminer, du coup, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ce podcast sur iTunes ou sur n'importe quelle autre plateforme. Donc c'est sur Android, ça peut être sur Podcast Addict ou autre. Voilà, il y a Stitcher aussi, tu peux mettre 5 étoiles pour que plus de personnes découvrent ce podcast, pour qu'on ait plein de gens qui puissent rentrer dans notre communauté d'artistes 3D et justement qui sont un petit peu contre ce monopole des écoles. En tout cas, moi je suis pas contre le monopole des écoles, mais je suis contre les conséquences de ce monopole. Et puis voilà, ce serait super. Si tu fais déjà ça, ce serait excellent. Et puis évidemment, je t'invite à te former au mieux, à rester motivé, à te bouger le derche si je puis dire, et à faire des projets de ouf en 3D. Et puis voilà, c'est tout pour moi et j'espère que ce podcast t'aura plu. Je te dis à très vite. Ciao.